Voilà, bonjour. Donc, comme j'ai très peu de temps, j'ai décidé de dire beaucoup de choses et je vais vous parler je les ai résumés en cinq, ce que j'appelle les 5 paradoxes ou aberrations ou anomalies de notre médecine occidentale et qui résultent de la rencontre entre la complexité de nos sociétés, l'évolution rapide de nos sociétés et l'évolution rapide de notre médecine. Donc, comme il y a 5 paradoxes, il y a 5 diapos. Donc, voilà la première qui arrive. Voilà. Donc, on va appeler le premier paradoxe celui de l'ennemi interne. Classiquement, jusque, on va dire, au 19e, 20e siècle, les maladies avaient pour grandes causes, 3 grandes causes qui étaient les plaies, les guerres et les plaies externes, donc le climat et les frimas, et puis bien sûr ce qu'on appelait l'infection, la contagion qui nous venait par les voyages, et on ne connaissait pas bien sûr la notion de microbe. Et ces ennemis externes, donc, évidemment, il y avait en plus les anomalies de naissance, les handicaps de naissance qui ne sont pas comptabilisés là-dedans. Et ces ennemis externes ont été effectivement confirmés de façon brillante par ce qu'on appelle la révolution pastorienne, qui a mis en évidence, donc, ces ennemis externes, c'était les microbes que l'on a vus au microscope. Et cette révolution pastorienne, bien sûr, a été une confirmation de tout ce que l'on supputait. Et il s'est passé quelque chose de très important pour la médecine, c'est qu'à ce moment-là, on est venu finalement, on a cru, on n'est pas venu, on a cru venir à bout de toutes les maladies, puisqu'il y a eu cette fameuse triade merveilleuse de la révolution pastorienne, qui est donc hygiène, vaccin, antibiotiques, qui ont fait croire à ce moment-là, presque à l'immortalité, on va enfin guérir toutes les maladies. Et évidemment, ça n'a pas été le cas. Donc il y a ce que plusieurs sociologues ont appelé la transition épidémiologique, c'est-à-dire qu'on a commencé à s'intéresser non pas à ces maladies aiguës, mortelles et contagieuses, mais aux autres maladies plus insidieuses, plus sournoises, qui sont des maladies que vous connaissez, les cancers, les maladies cardiovasculaires, les maladies dégénératives. Et donc, comme on s'est intéressé à ces maladies, et que ces maladies n'avaient pas de cause aussi évidente que les microbes, on a cherché des causes plus insidieuses, plus sournoises, que l'on a trouvées sous forme seulement de facteurs de risque. Et il s'est produit à ce moment-là la confusion, l'erreur, j'allais dire, la plus grossière de notre médecine, qui continue aujourd'hui, c'est la confusion entre facteurs de risque et maladies. Facteurs de risque, c'était une petite prédisposition génétique, une petite anomalie biologique, une petite anomalie quelque part dans une cellule anormale. Tout ça, c'est des facteurs de risque. Et donc, l'ennemi externe est devenu un ennemi interne. Et on va chasser ce petit facteur de risque, cette anomalie. Et donc, on en arrive à un paradoxe, c'est que notre principal ennemi, c'est nous-mêmes. Et donc, on en arrive à un paradoxe double, puisque la médecine confine à une lutte contre soi-même. Et le paradoxe, d'un point de vue de la médecine, de la biologie, qui, comme vous le savez, est basée sur les sciences de l'évolution, sur l'évolutivité, sur le darwinisme, c'est qu'un individu, par définition, dans la nature, utilise ses forces pour contourner ses faiblesses. C'est ce qui se passe tout le temps. On est toujours confronté à un environnement hostile et on le surmonte. Là, maintenant, notre corps n'est plus donc n'est plus le support de nos facultés d'être au monde. Il devient une crispation sur nos propres fragilités internes. C'est donc le premier paradoxe, celui de l'ennemi interne. Deuxième, je vais vite, 13 minutes. Voilà, le deuxième paradoxe, c'est celui de la négation de l'individu. Alors ça, c'est un petit peu plus simple et à la fois plus complexe à comprendre. Lorsque l'on fait de la médecine, jusque dans les années, on va dire 1960, j'ai à peu près situé en 1960, la médecine s'était basée sur l'empirisme des grands patrons. Les mandarins disaient, voilà, moi je fais comme ça marche, donc c'est comme ça qu'il faut faire. Donc c'était ce qu'on appelle, ce que je pourrais appeler une exosuggestion. Le grand patron vous ordonnait de guérir parce que c'était comme ça qu'il fallait faire. Et puis il y avait aussi ce qu'on appelle l'autosuggestion, plus connu sous le nom d'effet placebo. Et il fallait, cette médecine finalement, elle était tout à fait, elle n'était pas du tout scientifique. Hein. On s'est bien rendu compte qu'il y avait plein de choses qui guérissaient, on ne savait pas pourquoi. Donc on a mis en place ce qui existe toujours aujourd'hui, qui s'appelle les essais cliniques en double aveugle contre placebo, et qui était basé sur les biostatistiques. Vous savez qu'en biologie, dans le domaine de la biologie, il n'y a pas 2 êtres vivants identiques. Dans cette salle, il n'y en a pas 2 absolument identiques, et c'est pareil pour toutes les espèces vivantes sur la Terre. Donc, comme il n'y a pas 2 êtres vivants identiques, il ne peut pas y avoir de science qui s'applique à des choses aussi disparates que des individus. Donc, on a inventé les biostatistiques et on a basé toute notre médecine sur le fait qu'en faisant des statistiques, on a constaté que tel traitement pouvait avoir tel effet, que telle confrontation à tel environnement pouvait avoir tel effet. Et donc, c'est ces biostatistiques qui sont aujourd'hui
la seule base qui est enseignée en médecine dans les facultés, la seule base de validation de la médecine, on l'appelle evidence-based medicine, evidence-based medicine, médecine basée sur les preuves. Et cette médecine basée sur les preuves, par définition, par essence, par obligation, nie l'individu. Elle nie l'individu puisqu'elle vous applique à vous, individu, un traitement qui n'est basé que sur des biostatistiques. C'est-à-dire que nous n'avons aucune façon de savoir si c'est biostatistique, s'il y a par exemple 20% de répondants à un traitement et 10% qui auront des effets secondaires pervers. Nous supposons 20% de plus de répondants à tel ou tel autre traitement. Nous vous attribuons ce traitement parce que nous supposons qu'il sera meilleur que l'autre sur des données statistiques, mais il n'existe aucun moyen aujourd'hui, sauf maintenant on commence à avoir quelques petits moyens pour certains cancers, mais on est dans l'avant-garde, il n'existe aucun moyen de transposer ces résultats biostatistiques à l'individu qui se trouve en face du médecin qui le soigne. Donc, une négation de l'individu, un peu paradoxale à l'époque de l'individualisme florissant que nous connaissons. Troisième diapositive, donc troisième paradoxe, que je vais appeler le paradoxe de l'omniprésence de la maladie. Alors, je vais le simplifier pour aller vite en le basant sur une étude qui a été faite, une étude très sérieuse en Inde. En Inde, c'est un pays où il y a beaucoup d'inégalités sociales et il y a des États très riches et des États très pauvres. Et il y a des gens très sérieux. C'est une étude qui a été publiée sur des grandes revues internationales. C'est que plus l'État était riche et plus le niveau de santé de sa population était bon, plus la subjectivité de la propre santé de chacun était mauvaise. Je ne sais pas si vous me comprenez bien, donc c'est des enquêtes d'opinion. Est-ce que vous vous sentez en bonne santé? Eh bien, on se sentait en meilleure santé chez les pauvres, où le niveau sanitaire était bas, que chez les riches, où le niveau sanitaire était haut. Cette étude a été rapportée par Amartya Sen, donc prix Nobel d'économie, que vous connaissez, à l'OMS, pour dire qu'il faut faire attention. Notre politique de santé, finalement, n'améliore pas la subjectivité sanitaire. Et ceci se traduit bien, c'est que nous sommes dans des pays où nous avons effectivement combattu beaucoup de maladies, où la médecine fait des progrès considérables que nous connaissons tous, mais il y a une omniprésence de la maladie, ce qui est un échec redoutable du point de vue du médecin, puisque la santé publique et la médecine, par définition, ayant éloigné les épidémies et les maladies les plus graves, devraient éloigner le spectre de la maladie et nous faire oublier même que ça existe. Or, la maladie est omniprésente. Il n'y a pas une publicité qui vous parle de votre santé. Il n'y a rien qui est fait en vous disant « Attention, vous risquez ceci. Attention, peut-être vous avez cette maladie, mais vous ne la connaissez pas. Faites-vous dépister de votre cancer. » Donc, échec sociétal de la médecine par une omniprésence de la maladie qui est tout. Il n'y a pas un jour où vous sortirez dans la rue et vous aurez quelque chose qui vous fera penser à la maladie. Donc, quatrième paradoxe. Ça va, je suis dans les temps. Donc alors celui-là est peut-être un peu plus technique, donc il est peut-être moins adapté à un grand public. C'est le paradoxe de la contre-productivité. Alors, je ne peux pas tout développer. Je vais prendre... Alors, il dépend des interférences avec notre société, en fait. Là. On va prendre un exemple, c'est plus concret. On va prendre l'exemple de l'hépatite B, du vaccin anti-hépatite B. Ce vaccin anti-hépatite B, comme vous le savez, a été largement promu en France et il y a eu des lobbies anti-vaccinaux, il y en a à chaque nouveau vaccin, mais qui ont fait remarquer que peut-être il y avait à cause de ce vaccin des poussées de sclérose en plaques. On ne le savait pas, bien sûr. Les premières études ont montré qu'il n'en était rien, mais peu importe. On était dans une époque de principe de précaution, et le ministre de l'époque, fort maladroitement ou fort adroitement, peu importe, à mon avis c'est fort maladroitement, a dit « appliquons le principe de précaution, il y a un risque, et ne conseillons plus ce vaccin ». Donc, ma foi, on ne va pas critiquer ce qu'il a fait. Par contre, l'hépatite B est une maladie grave et mortelle, et ce vaccin était un vaccin très performant, et qui, quand on l'a fait, a diminué le taux d'hépatite B. Et donc en France, où on appliquait ce principe de précaution imposé par la société, on se trouve avec une réduction du bénéfice sanitaire. C'est-à-dire que la France est aujourd'hui le pays d'Europe où il y a le plus fort taux d'hépatite B et la plus forte mortalité par hépatite B. C'est-à-dire que nous avons une contre-productivité qui est due à un principe de précaution. Alors on pourrait parler de plein de choses. On peut parler par exemple de l'extrême prématurité. Donc alors j'ai mis plein d'exemples, on va aller vite. L'extrême prématurité, la médecine s'enorgueillit. Elle fait des prouesses et des performances, qui fait que des prématurités de moins de 26 semaines d'aménorrhée, des prématurés vivent et survivent, et même moins maintenant. Et donc, ce sont des prouesses techniques et des prouesses médicales, et qui satisfont tout le monde, qui satisfont les parents, qui satisfont les médecins. Mais il se trouve que ces prouesses médicales
sont très perverses en termes de morbidité pour la vie qui va venir de cet enfant. C'est-à-dire que ces enfants d'extrême prématurité vont avoir une morbidité importante, des handicaps importants. Maintenant, on découvre de plus en plus. Donc, on ne crée pas, en termes de santé publique, on ne crée pas de la qualité de vie, hein, ni de la qualité. On crée de la sous-qualité. Bon, là, c'est un problème philosophique et sociétal. Mais enfin, on est quand même dans de la contre-productivité au niveau de l'effet sanitaire. Nous pourrions parler des césariennes qui sont faites en abondance et qui sont, on le sait, donc faites pour des raisons même de confort parfois, et qui sont donc une demande, j'allais dire, presque anormale de la population, une exigence de la population, et qui crée donc des problèmes pour les femmes et les enfants ensuite. Voilà. Les exigences assez démesurées, donc, puisqu'on est dans cette notion de facteur de risque et de rapport bénéfice-risque, les exigences démesurées de certains patients pour maigrir, et donc on a perdu la notion de bénéfice-risque, c'est-à-dire que les médecins poussés ou consentants donnent à des patients des médicaments qui sont plus dangereux que le risque escompté. Il y a récemment une affaire dont on parle dans tous les médias qui est l'illustration parfaite de ces exemples. Donc on est dans de la contre-productivité au niveau sanitaire. Donc je passe sur cette plus technique, c'est parfait, je m'en sors très bien. Donc il me reste 2 minutes pour la dernière, qui est donc, elle, on ne pourrait peut-être pas parler de paradoxe, là on pourrait parler d'anomalie ou d'aberration, qui est ce que j'ai appelé la délocalisation de l'impact. Je ne suis pas très content de ce titre, mais on va le garder. Alors, il se trouve qu'il faut connaître la notion de QALY. La notion de QALY, c'est Quality Adjusted Life Year. Vous savez que maintenant, il n'y a plus que des anglicismes. Ça veut dire, on peut le traduire, ça n'a pas d'équivalent en français, c'est année qualité de vie. Lorsque vous faites de la santé publique, alors, la santé publique, c'est différent du soin individuel. On parle de santé publique, là. Quand vous faites de la santé publique, votre objectif normal et avoué, c'est d'augmenter le nombre d'années qualité de vie. Donc toute action qui augmente le nombre qualité de vie d'une population donnée est une bonne action d'un point de vue de la santé publique, et toute action qui n'y arrive pas n'est pas une bonne action, il faut en changer. Donc ce nombre d'augmentation d'années qualité de vie, il se trouve qu'aujourd'hui, alors, la médecine a beaucoup fait pour ça, évidemment, vous en doutez. Elle a fait énormément. On a parlé de la révolution pasteurienne. On considère que Pasteur-Koch, enfin l'époque de Pasteur, c'est 25 années de longévité gagnée en quelques décennies. Donc la médecine a fait beaucoup. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, l'impact en termes de QALY de la médecine, donc du corps médical, est largement inférieur à ce que peut faire le législateur, le politicien ou la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, l'espérance de vie à la naissance diminue en gros de 1 an presque chaque année, parce que la société ne peut plus assurer, il y a une médecine très évoluée, mais des inégalités sociales qui font que de toute façon, la médecine n'a plus d'effet en termes de QALY. On peut donner, je parle du radar par exemple, les radars, la mise en place des radars sur la route, on évalue à 300 000 QALY une année de mise de radar sur les routes. Alors si vous comptez que c'est des gens jeunes qui meurent sur les routes, ils gagnent, en ne mourant pas, 40 années de vie. Si vous mettez qu'il y a 3000 morts en moins en une année, donc c'était en quelle année on est passé de 8000 à 5000 morts sur les routes, 3000 en moins, plus les handicapés, vous avez 300 000 QALY gagnés en 1 an. Et ces 300 000 QALY gagnés en 1 an pour un coût nul, puisqu'il se trouve que dans le cas présent, les contraventions payaient le coût d'entretien des radars. Pour avoir, par le dépistage organisé du cancer du sein, par exemple, qui a un impact en termes de santé publique, on pense qu'en gros, on est entre 1500, alors selon les études, c'est très controversé, entre 1500 et 10 000 QALY pour un coût faramineux. Donc, les médecins qui font ça font bien de faire ça, bien sûr, mais leur impact en termes de santé publique est dérisoire par rapport à ce que peut faire le législateur ou la société. Donc c'est un paradoxe, une aberration, qui est que l'impact est délocalisé. Il n'est plus chez le médecin. Voilà, j'ai tenu mes 13 minutes.